Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une architecte d'intérieur. Noha Boulis va nous expliquer quelle est la différence entre être architecte de l'intérieur ou simplement une décoratrice. Également, elle va nous parler de sa passion et sa vie au centre-ville et également de l'influence plus importante d'une éducation allemande sur sa vie qui lui a donné la ponctualité, la création et plein d'autres choses. C'est une femme déterminée qui a su qu'est-ce qu'elle va faire dans sa vie à un âge très jeune, qui a suivi son rêve et jusqu'à maintenant elle le poursuit. Commençons tout de suite notre rencontre avec Noha Boulis. Madame Noha Boulis, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Ravie d'être avec vous aujourd'hui afin de découvrir les différentes facettes de votre vie. On commence toujours par la période de l'enfance, une période qui marque l'être humain pour toujours. Avec vous, je voudrais bien évoquer deux éléments très importants. Vous avez vécu votre enfance au centre-ville. Alors c'était une enfance assez spéciale et également vous avez fréquenté une école allemande, ce qui n'était pas très répandu. Alors je voudrais bien que vous nous parliez un peu de cette expérience. Merci. Premièrement, merci pour votre visite ici, chez moi. Vous êtes les très bienvenus. Oui, j'ai eu une enfance de centre-ville. J'avais père et mère bien éduqués, du middle class, qui n'existe presque pas maintenant. Ma mère, elle était d'une école française, mon père, il était d'une école arabe. Par contre, il parlait français, il a écrit en français aussi. Il était avocat, il écrivait des revues en français. Et voilà, à l'époque où j'étais encore toute petite, l'école allemande était la meilleure et était à côté de notre maison aussi. Alors ma mère, elle a fait tout pour nous faire rentrer dans cette école qui je pense, qui m'a dirigé ma vie autrement. C'est-à-dire que l'école m'a influencé énormément dans ma vie. Comment ce genre d'éducation vous a marqué? Elle m'a marqué à développer ma personnalité forte parce que l'école allemande, elle fait plutôt des personnalités très fortes de filles. Elle m'a aidé à être indépendante. Elle m'a aidé à avoir mes propres opinions. Je n'ai pas besoin de regarder les autres et je n'ai pas peur de dire mon opinion. Pourtant, c'était un peu difficile de suivre deux cursus, le cursus national à côté du cursus allemand. Alors, comment vous avez pu le faire et le réussir? J'ai bossé bien. Non, ma mère, d'abord, depuis depuis qu'on a été accepté à l'école, elle a été prendre des cours d'allemand à Goethe. Et là, elle nous a aidés au début. Après, je pense que l'éducation de l'école n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'assistance. Le système, il est tellement bien fait que tu continues toi-même. Tu continues avec ce que tu as. Si tu es assez sérieux et assez sérieuse comme personne, je pense que tu arriveras. Même jeune fille ou jeune garçon, on n'a pas de garçons, c'est une école des sœurs. Mais c'était sévère, on rigolait pas tellement. On rigolait, mais pas en classe, pas en études. En études, on rigole, on est à la porte.
Justement, on a l'impression que ce genre d'études ne donne pas vraiment l'occasion pour d'autres hobbies ou d'autres activités. Est-ce que c'était vraiment le cas avec vous? J'ai joué à l'école, j'ai joué du tennis, j'ai nagé, j'étais de l'équipe de handball, je faisais des gymnastiques, mais ça c'est quand j'étais très jeune. Et puis entre le tennis et le gymnastique, j'ai eu des bosses ici. Alors comme une jeune fille, je n'ai pas aimé d'avoir toujours des bosses comme ça. Alors j'ai arrêté le gymnastique, mais je n'ai pas pu arrêter le tennis quand même. Non, non, j'avais beaucoup d'activités et je faisais tout. J'ai dessiné, j'avais avec une copine à moi, toutes les 3 années de secondaire, on avait un mur qui fait même plus grand que ce mur-là, à dessiner chaque semaine avec un sujet différent. Alors avec une copine, elle prend un côté et moi l'autre côté et on arrive ensemble. On choisit le thème et puis on commence à dessiner jusqu'à qu'on arrive les deux en même temps. Ça c'est chaque semaine. Non, C'était bien quand même les jours à l'école. C'était bien, mais c'est-à-dire que on n'a pas eu le plaisir de se traîner au club, par exemple. Au club, c'était pour l'exercice, c'était pour le match, vous voyez, c'est pas qu'on traîne avec les amis au club, c'est pas qu'on, je sais pas, l'activité qu'ils ont fait à ce moment, nous on n'a pas fait ça, c'était juste, on faisait beaucoup d'activités, mais très sérieux, et ça c'est l'école je pense, ils étaient très sérieux, ce que tu fais, tu le fais bien. Ça n'a rien à faire avec que ce soit travail, que ce soit devoir, que ce soit activité. Tu dois le faire bien. Vous avez mentionné que vous aviez une passion pour le dessin. Je crois que vous avez suivi cette passion au cours de vos études à l'université. Qu'est-ce que vous avez étudié? J'ai étudié architecture d'intérieur à l'école de Beaux-Arts d'Égypte, de Helwan. Et je travaillais comme c'était pour moi, l'école n'était pas suffisant. Et j'ai commencé à travailler après la première année à l'école, au bureau où je suis, qui m'appartient maintenant. Je m'arrête là pour évoquer avec vous plusieurs aspects de cette vie à l'université. Après avoir quitté une école allemande, vous avez joint une université égyptienne. Alors comment ça se fait cette transformation et également comment vous avez affronté ce grand monde avec filles et garçons puisque vous étiez dans une école uniquement pour filles. Alors la vie mixte, le grand monde, comment vous vous êtes adapté? J'étais distante. Quand même, jusqu'à que j'ai trouvé 2 amies à moi, une pas avec moi à l'école, mais je la connais du club, qui a assisté, que j'ai trouvé avec moi. Alors ça, c'est une Italienne égyptienne que je connais, alors j'étais proche d'elle, et une deuxième que je ne la connais pas du tout, mais elle avait l'air d'être un petit peu comme moi. Du même, je ne veux pas dire niveau mentalité, de mentalité, d'éducation. Et on était nous les 3 toujours ensemble jusqu'à qu'on a trouvé encore des autres amis. Hein, et j'ai commencé à travailler à l'été prochain, à l'été suivant. Enfin, ouais. Travailler en été, ça signifie avoir une carrière en parallèle avec les études ou pour exceller dans le domaine des études? Les deux. Et en même temps, on n'avait pas assez d'argent pour que je continue à vivre dans un niveau que je voulais. Je voulais sortir, manger avec mes amis. Hein. On n'avait pas assez d'argent pour ça. On était bien éduqués, mais quand même, le cash était un petit peu
difficile, enfin, je veux dire, n'importe. Alors, je commençais à travailler, premièrement parce que j'ai eu l'occasion de travailler chez M. Genoux, qui est mon deuxième père, mon mentor. Alors, lui, il était ami de la famille, un homme d'un certain âge, qui a dit pourquoi qu'elle ne vient pas comme stagiaire chez moi. Alors j'ai rentré au bureau, je n'ai jamais quitté. Et quel était votre travail? Qu'est-ce que vous avez fait puisque vous n'aviez pas à l'époque l'expérience nécessaire? Quel était votre travail au bureau? Tout. J'étais à côté de tout le monde. À côté de Genoux, à côté des architectes, des dessinateurs du bureau. Je faisais des secrétariats. J'ai fait tout. J'étais là entre le club le matin avec mon tennis au bureau. Le soir, l'après-midi, je retourne au club pour nager et puis à la maison. Alors c'était comme ça. Et quand j'avais l'école, c'était le matin, je commençais à m'organiser entre tout ensemble, je veux dire. Mais j'ai observé tout, surtout Genoux. Et qui m'a vraiment, j'ai eu de la chance qu'il a accepté, parce qu'en principe, il n'acceptait pas quelqu'un, qui lui regardait quand il travaillait. Par contre, comme il m'a traité comme sa fille, avec moi, il m'a encouragé, même s'il n'a rien dit, jusqu'à après quelques années, après 2-3 ans, je pense, à ma dernière année universitaire. Alors là, il me demande, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'étais comme ça, audacieuse de lui dire, c'est pas Genoux. Et à ce moment, il était le légende d'architecture, de décoration. Alors il me regardait comme ça, quoi? Je me rappelle très bien jusqu'à présent. Tu n'as pas de crayon, de papier, vas-y sur ton bureau et fais-moi un sketch. Il m'a fait faire le sketch, il lui a regardé et j'avais 2-3 options. Il m'a dit ça c'est la première ou la dernière. Je lui dis la première, il dit très bien. Il l'a fait lui-même avec sa main. Lui, il était en freehand, il était très fort. Il l'a fait bien. Et le lendemain, il m'a dit, viens, je veux t'amener avec moi. On était dans un grand projet qu'on avait chez le directeur. Et là, il lui a présenté 3 options. Parmi les 3, il y avait mon option. Alors, le directeur a choisi la mienne, mais qui était bien fait, bien sûr, pas comme je l'avais fait. Monsieur Genoux a dit, devant le type, alors Mabrouk Noha, ça c'est son idéal. Il n'a même pas essayé de... Et j'étais toute jeune, j'étais rien du tout, j'étais encore étudiante. Il n'a jamais essayé de me voler l'idée ou de le mettre à son nom dès la première jour. Vous êtes architecte d'intérieur. Quelle est la différence alors entre architecte d'intérieur et décorateur? Architecte d'intérieur, il s'occupe de l'espace. Alors, il faut que l'espace soit utile, bon, 2. Premièrement, utile. C'est-à-dire si je fais par exemple un lobby d'hôtel, il y a des règles, il y a des normes avec lesquelles je dois travailler. Une fois que je respectais les normes, où est la cuisine, où est l'air et de quel côté, une fois que je respectais les normes, je l'utilise, je le fais belle, je le fais beau, l'espace. Mais
Ça, c'est l'architecture d'intérieur. L'architecture, c'est l'environnement. C'est-à-dire que je fais, à mon avis, peut-être je suis fautif. L'architecture, c'est garder la beauté d'environnement, de faire quelque chose qui ne prend pas tout en gardant le principe et gardant les normes aussi intactes. Alors là, il faut créer dans l'espace. Alors l'espace doit être en harmonie avec l'architecture. Les décorateurs, moi je rentre aussi dans la décoration parce qu'une fois que j'ai fait l'espace, il faut le décorer. Il faut mettre les peintures, il faut mettre les couleurs, il faut mettre les rideaux, les tapis qui viennent avec, les meubles qui viennent avec. Moi je fais ça aussi. Mais moi je commence avec une étape plus avancée que la décoration. Est-ce qu'ici en Égypte, vraiment, on a recours à ce genre de métier, être architecte d'intérieur? Parfois, oui. Maintenant, avec les grandes maisons du 16 octobre, de l'autre côté, de Tagamon, oui, ils ont commencé à apprécier un petit peu, heureusement. En contemplant les bâtiments autour de nous, on peut avoir des remarques en ce qui concerne l'utilisation de l'espace. Alors là, c'est une question relative à l'architecture de l'intérieur. Selon vous, pourquoi on a ce problème ici en Égypte, l'utilisation de l'espace? Parce que je ne sais pas, mais peut-être le client, il a décidé de faire ça lui-même. Parce que nous, on sait tout ici. Vous savez, je sais tout, ça existe chez nous, malheureusement. Et alors, il n'avait pas assez de moyens pour amener un architecte d'intérieur, ou comme je vous ai dit, je sais tout pourquoi j'amène quelqu'un, et ça arrive la plupart du temps, c'est ça. Ou des goûts. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On ne peut pas. Ce que vous trouvez mauvais ou pas joli, il y a des autres qui Moi, personnellement, quand je fais des privés maintenant, je dois rester avec les clients parce que si mon goût ne correspond pas du tout à ce qu'ils veulent, je refuse, je me tire du projet pour les privés. Parce qu'il y a quelque chose, une dite qui dit, pour les locaux publics, il faut, si tu arrives à avoir des compléments de 65% des gens qu'ils ont vus, c'est-à-dire que tu as eu une réussite. Dans le privé, non. Dans le privé, c'est pas moi qui va vivre là. Alors si par exemple je vous fais votre maison et je trouve que votre maison, ça doit correspondre à votre goût et moi je n'arrive pas, votre goût ne correspond pas du tout à ce que j'arrive à faire, je ne peux pas le faire. Ou je vous propose quelque chose, ça vous a plu, d'accord, ça ne vous a pas plu, je ne peux pas le faire. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, en contemplant votre carrière, votre vie professionnelle, quels sont les projets que vous appréciez le plus? Quels sont les points marquants de cette carrière? J'ai plein de projets. Ce qui m'a touché le plus peut-être, c'est mon premier projet, parce que mon premier projet, c'est quand Genou est venu pour me dire de retourner avec lui au Caire et que je sois partenaire. Il est mort 2 ans après, 1 an et demi après. Et je me trouvais tout à fait seule. Alors un ancien client Genou, c'est lui qui m'a tenu là, qui m'a aidé à prendre 2 hôtels à Swan et à Luxor. Et c'est là que j'ai commencé. Je venais de rentrer de Suisse j'étais en train de faire un diplôme de restauration des monuments historiques. C'est-à-dire que vous êtes allé faire un stage? Et je n'ai pas terminé les études, parce que là, mais j'ai fait quand même un stage. J'ai passé 4 mois, 5 mois par semaine maximum là-bas. Alors, je rentrais pour faire le Haute Cataract. Pour moi, une jeune fille de 25 ans, elle a 26 ans, c'est déjà
Et quel était votre travail puisque cet hôtel existait depuis longtemps? Est-ce que c'était une restauration, une rénovation du bâtiment? Vous l'avez refait dès le début? Qu'est-ce que vous avez fait? Et on avait le toit complètement par terre. Alors il fallait faire de construction, de rénovation de construction. Je me rappelle avec le directeur de l'hôtel, on a resté à faire des chablons de ce qui existait pour numéroter les chablons pour qu'on puisse remettre la même chose ou même on a pris les vitraux qui existaient petit à petit comme ça pour essayer d'imaginer comment c'était de ce petit et c'était le seul projet de restauration que j'ai fait. Après, je n'ai pas fait de restauration, je fais des rénovations ou des projets, des hôtels normaux. J'ai travaillé pour le gouvernement. Vous avez travaillé pour le gouvernement comme un freelance, puisque vous n'avez pas vraiment quitté votre travail privé? Jamais comme freelance parce que j'ai toujours eu mon bureau. Pour le gouvernement, c'est-à-dire que j'étais mandatée comme architecte d'intérieur, bureau Genou, qui reste le nom du bureau qui est resté jusqu'à présent pour le gouvernement, pour faire des projets. Je voudrais bien aborder un peu le côté familial ou le côté de la vie au centre-ville. Vous avez vécu pendant toute votre vie au centre-ville. Moi, comme vous, je me rappelle que quand nous étions plus jeunes, il y avait vraiment l'aspect de vivre en harmonie avec la célébration de toutes les fêtes musulmanes ou chrétiennes. On avait les aspects autour de nous. Ça a un peu changé après la révolution du 25 janvier 2011, puisqu'il y avait un bouleversement dans le pays entier. Je voudrais qu'on retourne un peu au passé et que vous me parliez de vos souvenirs à propos de cette vie au centre-ville et la vie en harmonie. Les fêtes, je ne me rappelle pas tellement. Par contre, comme mon bureau est au centre-ville et j'ai tout le temps vécu au centre-ville, je me rappelle les cinémas, même toute jeune. Avec mes cousines, mes amis, on allait au cinéma le vendredi matin de 1h à 3h, radio, Miami, on allait prendre des glaces à l'américaine, des 3 petits couchons, voilà. Et comment voyez-vous le centre-ville aujourd'hui, 5 ans après la révolution du 25 janvier? Maintenant, ils ont commencé à faire quand même un effort, ils sont en train de nettoyer, il y a beaucoup de progrès dans les maisons, les constructions. Il existe des rues piétons au centre-ville actuellement. Behler, il vient parce que c'est en face de mon bureau. Behler, il est en train de terminer. Ils ont terminé Behler comme piéton. Ça va ouvrir bientôt. Il y a un autre où il y a la bourse, enfin la rue, l'ancienne bourse. C'est aussi piéton depuis longtemps. Et j'espère qu'on garde les choses comme qu'ils sont, parce que je pense que quand même le gouvernement, elle fait un effort, mais les gens, ils doivent apprendre à garder. À un moment donné, il y avait une initiative de la part de quelques hommes d'affaires pour restaurer ou renouveler le centre-ville, les bâtiments du centre-ville, et ça avait commencé quand même à avoir lieu. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Ça existe parce qu'ils ont commencé à développer, mais durant la révolution, tout est arrêté. Mais il se peut qu'ils recommencent parce qu'ils ont commencé à acheter justement l'immeuble en face de mon bureau. C'est pour cela que je sais. Et je pense que c'est une très bonne idée. Moi, personnellement, j'avais amené une compagnie anglaise qui était très intéressée. Et puis, comme tout est tombé à l'eau, on n'a pas eu du suivi. Mais je pense que j'espère qu'on commence à voir bientôt, parce que ça, au début de mon carrière, je voyageais énormément.
jusqu'à présent bien sûr. Mais au début, j'étais en France. Quand j'étais en Suisse, j'ai pris le TGV, c'était tout nouveau. J'étais à Paris pour un week-end. Et je commençais à voir pour la première fois de ma vie le Beaubourg avec les façades collées. Et puis j'ai vu un deuxième projet qui faisait le coin de 4 septembre, je ne sais pas quoi d'autre, enfin un grand projet de 3 coins, qui prenait 3 coins, comment on dit, ils l'ont vidé de l'intérieur et ils ont gardé la façade telle qu'elle est. Pour moi, c'était quelque chose que je n'ai jamais vu avant. J'ai retourné tous les 2 mois ou 3 mois en France, juste pour voir la procédure de ce projet. Parce que c'était pour moi quelque chose de fascinant, passionnant. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Madame Noha Boulis, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette occasion afin de commencer à parler avec vous de différentes facettes de votre vie. La semaine prochaine, nous allons continuer notre émission de Femmes d'Égypte. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de Femmes d'Égypte. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec notre invitée, Madame Noha Boulis, afin de continuer à découvrir ses réussites et ses aspirations. Merci et à la prochaine.